écrivains qu'on aime. Voilà. Marie, qu'on reçoit ce soir donc, pour le côté obscur de la reine, magnifique récit, et que nous avions déjà eu la chance de recevoir pour Petite Sœur, hein, qui était un très très beau roman pour la relation entre, enfin surtout le deuil et la perte d'un être cher. Et donc là, le récit de côté obscur de la reine, c'est après la reine du silence, qui était le versant paternel, on va dire, l'histoire de votre père, Roger Nimier. Voilà, Roger Nimier, je pense que vous le connaissez, journaliste, écrivain, et donc grande figure de la littérature. Et donc vous êtes sa fille. Et vous êtes aujourd'hui une grande figure de notre littérature contemporaine, et on aime vos livres. C'est vraiment... je vois Béatrice qui fait comme ça. Et donc moi je me suis vraiment régalée à la lecture du côté obscur de la reine, qui est pas... donc est un livre sur la relation avec votre mère, qui était quand même un personnage... c'est une relation amour-haine quelque part, justifiée quand on voit le personnage de votre maman, mais la relation entre les mères et les filles sont parfois un peu compliquées. Donc voilà, c'est un récit qui résonne pour nous. Donc ça c'est pour la rencontre de ce soir. Donc, et juste un petit mot pour vous rappeler donc les moments importants du presse-papier. Donc le 29 et 30 mars, nous serons à Aubonne pour le salon du livre jeunesse. On vous invite, si vous avez des petits-enfants, ou des enfants, parce qu'il y a Claire quand même qui est là, au salon du livre jeunesse, où il y a plein de... On vous communiquera, vous avez des flyers, et donc on y sera les 2 jours, samedi, dimanche. C'est un autre grand salon jeunesse de l'année, voilà. Ça fait longtemps qu'on est partenaire de ce salon et on l'aime. Voilà, voilà. Et puis les prochaines rencontres. Donc le mercredi 2 avril, Philippe Forest, que nous avons déjà reçu 2 fois, je crois que ça sera la 3e, et qui est un auteur qu'on adore aussi, qu'on aime beaucoup, qu'on défend depuis de nombreuses années, et qui est un grand monsieur de la littérature aussi, vraiment... quelqu'un, vraiment là, une rencontre très très prometteuse. Et puis le 8 avril, donc tout de suite derrière, ça sera un mardi, et donc on recevra Céline Laperto, qu'on n'a pas reçue encore, et qui va nous parler de Marceline Desbordes-Valmore, voilà, dans son livre qui s'appelle Des beaux jours qu'à ton front j'ai lu. Voilà, Marceline Desbordes-Valmore, c'était une poétesse qu'on a lue. J'ai une copine qui me rappelait, qui me disait mais si tu te souviens. Et donc c'est une poétesse qu'on a lue quand on était petit, on a appris des poèmes d'elle, voilà. Et donc c'est une grande figure de la littérature quelle année déjà, je me souviens plus. Ouais, 19e, voilà. On la connaît aussi par la chanson. Prenez donc le micro, Il y a une chanson qui est très connue sur un de ses poèmes, alors elle revient sur le moment de la scène. Donc j'en aurais dit pas plus parce que après il faut que j'interrompe Nicolas s'il est trop long. Bon, alors Catherine a dit l'essentiel. Je vous remercie encore une fois d'être revenu au presse-papier. Ça me fait très plaisir. On a fait une très belle rencontre la dernière fois. Ça va être très dur. Ça va être très dur. Déjà, le micro, il est oui, non, oui, non, oui, non, non. Alors en fait, il faut le tenir comme ça. Comme ça. Alors là, c'est oui. Oui, là c'est oui, comme ça. Faut pas faire comme moi, faut pas trop bouger. D'accord, je ne bougerai pas. Donc là, ça va être très très dur d'être à la hauteur de la précédente rencontre. Je me demande si on devrait parler tout de suite. Parce que, franchement, j'en ai un souvenir magnifique, et donc c'est un grand plaisir de retrouver certains d'entre vous, et puis de vous retrouver, Nicolas. Voilà, c'est gentil. Et oui, alors pour ajouter à ce qu'a dit Catherine tout à l'heure, vous publiez en gros depuis 1985 le premier roman, et vous avez un talent
multiforme, puisque vous écrivez pour non seulement la littérature, des romans, de la littérature jeunesse, aussi vous intéressez aux arts. Vous avez écrit beaucoup de paroles de chansons également, notamment pour Juliette Gréco, dont il est question dans le livre dont on va parler. Et là, ce que je tenais à souligner tout de suite, c'est que ce livre paraît dans une très belle collection du Mercure de France. Enfin, Mercure de France, c'est un peu la même maison de Gallimard. Enfin, on a l'éditeur, une des figures du Mercure, alors. Une filiale. Ça s'appelle une filiale, voilà. C'est une filiale. Ça reste autonome. Ça reste une très jolie maison qui a vraiment son identité et qui a son identité aussi grâce à cette... qui publie pas mal de poésie aussi, ce qui est intéressant, je trouve. Voilà, c'est une écriture assez large. Et puis cette collection trait et portrait qui a la particularité de publier des images, je dirais pas des illustrations, mais plus de l'iconographie ou des images, et qui sont toujours publiées avec une qualité d'impression, il y a un papier spécial, il y a une qualité de mise en page, et surtout un gros travail fait avec l'éditrice Colette Felous, qui est elle-même écrivaine. Et voilà, ce sont des livres très travaillés, très travaillés, et c'est un grand bonheur parce qu'il n'en sort pas beaucoup chaque année, je sais pas, 2, 3 titres par an. Donc on a vraiment le temps de... Certains livres qui sont devenus des classiques dans cette collection, comme l'Africain par exemple de Clésio. Oui. Donc le Clésio a publié ses meilleurs livres, enfin à mon avis. Moi, il y a le livre de Clésio, il y a le procès verbal que j'aime beaucoup, il y a des heures, et il y a l'Africain qui est donc sur la figure paternelle, qui est un récit plus autobiographique que ces autres, et qui est magnifique, qui est dans cette collection-là aussi. Et il y a bientôt, dans quelques jours, un livre de Marine Diaye qui va sortir dans cette même collection. Elle en avait publié il y a 20 ans, donc c'est la première à refaire une deuxième... Normalement, c'est une fois qu'on publie dans cette collection, ce qui m'embête bien. Je suis en train d'essayer de voir si je pourrais pas en faire un autre avant, dans 20 ans, parce que dans 20 ans, qui sait. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Ah oui, une dernière chose, c'est que je voulais préciser que la Reine du Silence qu'on a en poche ici, donc qui est paru en 2004, ça a eu le prix Médicis, comme Catherine le disait, c'est autour de la figure de Roger Ligné, donc qui était un des hussards, qui était le grand ami de Blondin, etc. Et qui est mort en fait quand vous aviez 5 ans, donc vous l'aviez peu connu, enfin pas longtemps en tout cas, et ce livre était un livre à la recherche du père, contrairement à la... Oui, ou peut-être plus, oui, peut-être à la recherche, mais plus sur la construction d'une personne, sur un manque, quoi, c'est-à-dire enfin d'un enfant, d'un jeune, d'un adulte, sur cette image manquante. Voilà. Oui, d'accord. Bon, c'est simplement pour enseigner la chose. La première chose qui m'a intrigué sur... Peut-être, je vous propose, avant de commencer par les livres, peut-être est-ce qu'on pourrait lire le prologue qui ouvre, qui fait 2 pages, qui est bref, mais qui donnera peut-être tout de suite le ton et le sujet. D'accord. Comme je l'aimais, comme nous nous aimions. Cela va sans dire et l'écrire me serre le cœur. Ma mère, ma maman, il n'y a qu'une femme au monde que je peux appeler ainsi. Quel dommage, quel gâchis. Je ne lui en veux pas, non, lui en vouloir, ce serait encore la vouloir, encore rester accroché. Les gestes d'apaisement dictés par la raison me coûtent mes nuits, je ne ris plus, je suis fatiguée. On me conseille de me blinder, mais me blinder ne sert à rien, ou alors je ne me blinde pas où il faut, comme il faut. Je suis creuse à force d'être lisse. Mon cœur s'emballe, et même si c'est un joli mot, extrasystole, je préférerais ne pas le connaître. J'étouffe sous le masque de l'indifférence, car il faut bien l'avouer, je suis tout sauf indifférente. Ma mère m'occupe, ses lamentations me submergent, sa mauvaise foi, ses chantages,
son agressivité déguisée en tendresse, sa façon de retourner le monde à son désavantage. Je sors de mes visites lessivées. Je pleure souvent, j'ai du mal à travailler. Alors j'essaye de comprendre pour garder la tête hors de l'eau. J'en parle à Gilles, mon grand frère né d'un premier mariage. Il ressent la plainte maternelle comme un rempart contre la réalité. Il dit au passage, et je me rends compte que je ne l'ai jamais entendu aussi clairement, se plaindre, c'est demander de l'amour. Le demander de façon chronique, de façon lancinante. Un amour absolu. Cet amour qui relie l'enfant et sa mère, la petite fille à sa maman. Tu prends les choses trop au sérieux, m'écrit ma tante. Il faut que tu passes un stage de je m'en foutisme. Je dois le reconnaître, j'ai d'énormes lacunes en je m'en foutisme. Ce prologue est formidable parce qu'il il y a déjà presque tous les éléments du livre dedans qu'on va retrouver distillés. Mais voilà, comme il faut ne pas traîner, je posais tout de suite la première question. La première chose qui m'a intrigué en fait en recevant ce livre, c'est tout simplement le titre, le côté obscur de la reine. Alors, comment comprendre? La première chose que ça m'avait évoqué, le côté obscur, ça m'avait pensé un peu la face cachée de la lune, le côté, exactement, ouais. Le côté obscur de la lune. C'est la face cachée, ouais. C'est exactement ça. Et on va y revenir, alors très bien. Et j'avais pensé à une autre chose, alors qui est plus... qui est justifiée peut-être moins, mais enfin bon, j'y ai pensé, alors je vous le dis, c'est que cette expression, le côté obscur de la reine, je me suis dit, mais c'est incroyable, parce que ça fait penser à le côté obscur de la force, qui est dans la guerre des étoiles. Or, je me suis aperçu après que cette histoire de la guerre des étoiles, la phrase fétiche qui revient toujours de ce film. Je ne sais pas là ce qui... où on va. Le côté obscur de la force, c'est Dark Vador, et qu'est-ce qu'il dit toujours? C'est « Je suis ton père ». Voilà. Et donc, en effet, quand on creuse un peu dans le livre, il y a ce « Je suis ton père » qui revient, il y a l'image du père qui revient. Mais c'est vrai que j'aimais beaucoup le mot obscur, obscurité. Il y a Modiano qui en a fait un titre avec l'autre. Rue des boutiques obscures. Je sais pas, c'est un mot qui allait bien. C'était pas tout à fait sombre, parce qu'il y a aussi l'idée de quelque chose de sombre. Mais puisque ça parle de ma mère c'était une star, quoi. Donc le côté guerre des étoiles, ça me parlait bien aussi. Pas vraiment parce que moi je suis pas de la génération de la guerre des étoiles, c'est-à-dire qu'en fait les mots sont restés, mais les images m'ont pas touché, quoi, j'ai pas rebondi vraiment sur cet univers-là. Mais les mots m'ont plu, puis c'est venu. Le titre est arrivé au tout premier, juste après avoir écrit La Reine du Silence, en fait, donc il y a 20 ans. Donc depuis cette époque, ce titre est là. Et on a essayé, peut-être avec mon éditrice, avec aussi les gens du Mercure, on a regardé ça pourrait être un autre titre, pourquoi pas, enfin... Voilà, mon compagnon il disait il faut qu'on fasse appeler ça rue Jean Mermoz. Il se trouve que tout se passe presque dans l'appartement familial, genre l'appartement Louette 48 où on était toute la famille, donc quand Roger Minier était vivant et quand il était dans l'appartement avec les 3 enfants. Donc cet appartement est resté l'appartement où habitait ma mère jusqu'à presque ces dernières années. Et donc les choses se sont accumulées dans cet appartement et c'est devenu de plus en plus tous les plafonds qui tombent, tout devenait complètement vétuste, parce qu'elle ne voulait pas qu'on fasse de travaux, parce qu'elle était dans cet univers, c'était son univers, quoi, qui tombait comme ça en miettes, un peu comme elle, comme si c'était sa peau, quoi. C'est une deuxième peau, cet appartement.
Et donc avec tout ce qu'elle accumulait comme documents, comme coupures de presse, comme livres, c'était un endroit chargé d'histoire. C'était ses archives, quoi, mais c'était tout était plein de ses archives. C'est-à-dire que son fils aîné, celui qui est appelé Gilles, là, aussi bien que moi, nous n'habitons pas Paris, donc quand nous venions à Paris, il n'était pas question qu'on dorme, il n'y avait pas de place. Mais ma pauvre chérie, où dormirais-tu? Donc en fait, cet appartement qui nous avait hébergé toute la famille, 5 personnes, plus souvent la jeune fille qui nous gardait, parce que ma mère travaillait, etc., était devenu un endroit de son deuxième corps. Et donc cet appartement était rue Jean Mermoz à Paris. Et donc mon compagnon me disait il faut l'appeler rue Jean Mermoz. Et moi je trouve justement ça faisait trop Modiano là. Ça tombe bien, je comptais en parler plus tard, mais puisque vous en parlez tout de suite très bien, parce que je voulais vous dire que cette histoire d'obscurité, ça me faisait penser aussi finalement à sa part d'ombre qui s'étend un peu au fur et à mesure de sa mémoire et de la souffrance aussi à laquelle elle est confrontée. Dans le frère vous dit, elle y tient comme à la prunelle de ses yeux. Or les yeux, c'est pas ce quoi on voit, on perçoit le monde, et elle perçoit le monde peut-être par sa souffrance ou le récit qu'elle en fait. Mais vous parliez de son appartement, justement, ça m'a beaucoup frappé, cet appartement qui est comme une mémoire qu'elle réorganise, et qui est un peu comme un work in progress qui change d'aspect comme ça. Oui, c'est ça. Alors c'est pas le syndrome de Diogène, donc pour moi c'est pas quelqu'un qui était malade de ça, même si ça on pourrait le diagnostiquer, mais d'abord c'est pas du tout comme ça que je regarde cette histoire. Il n'y a pas de diagnostic. Mais de toute façon, c'était pas ça. Elle gardait, mais elle gardait parce que ça avait un sens. Et donc son travail de vieille dame, ça a été toujours de sortir, de re-rentrer, de sortir, de classer, mais en fait de déclasser. Et voilà. Et tout ça, ce qui pourrait être très intéressant, ce qui aurait pu être très intéressant d'ailleurs pour nous, les enfants, pour en savoir plus sur elle-même ça, mais en fait avec aucun désir de partage. C'est-à-dire que si on est quand même dans une famille totalement dysfonctionnelle où rien ne se disait, où en fait ce qui se disait c'était le plus souvent faux, et les choses qui étaient racontées n'étaient pas la vérité. Donc à la fois il y a ces archives apparentes, mais il y a un tel mouvement dans les archives, je ne sais pas comment dire, qu'elle n'était jamais visible. Enfin, c'est un peu bizarre, hein, mais quand elle est morte, il a fallu vider cet appartement très vite, comme on doit faire pour que les propriétaires reprennent possession des lieux. Donc c'est un truc assez effrayant à faire quand on est les enfants directement concernés par la chose. Et là, on est tombé sur des merveilles, et des merveilles de notre enfance, parce qu'elle avait gardé beaucoup de choses de notre enfance. Donc c'était assez touchant et très instructif pour moi et pour le livre. Et alors, une des premières choses qui m'a frappé dans les premières pages du livre, c'est justement la présence de sa voix. Et je me suis demandé si c'était pas avant tout, d'abord, un portrait par la voix. C'est-à-dire qu'on nous parle beaucoup, vous parlez beaucoup du ton de sa voix, du registre de la plainte, aussi de son esprit, de sa forme d'humour, qu'elle est très vive. Et et puis la voix, c'est la matérialisation du langage aussi, c'est par là que... Et vous dites à propos de son langage, justement, vous dites il aurait fallu traduire ce qu'elle disait, parce que quand on est dans la plainte, on est dans l'exagération, et donc il y a besoin peut-être de traduire pour revenir un peu à quelque chose de plus concret. Mais je me demandais, finalement, cette voix, que traduit-elle, et peut-être que trahit-elle? C'est très beau de dire un portrait par la voix, j'avais pas pensé comme ça, mais ça y est, j'adopte. C'est en effet tout à fait ça, un portrait de la mère par sa voix.
Et c'est d'autant plus intéressant quand on voit le rapport au silence, la reine du silence dans cette famille, quoi. Pour faire vite, j'ai gardé très peu de choses de mon père, mais j'ai gardé une chose, c'est une lettre sur laquelle il y avait écrit « Que dit la reine du silence ?» Et donc la reine du silence, c'était moi. Mais j'étais aussi surnommée par ma mère la sirène des pompiers. Bon, j'étais aussi la grosse, la gorda, bouffe-tout, enfin j'ai eu pas mal de petits noms très agréables, mais la reine du silence, c'était la chose la plus poétique et peut-être qui peut paraître très, oui, qui peut vous porter, mais en même temps, c'était, et après je reviendrai à la voix, hein, mais c'est important de le dire parce que c'est le piège total que dit la reine du silence. C'est genre le double nœud, quoi, le double bind, c'est-à-dire en fait, si je réponds, si la petite fille répond, elle n'est plus la reine du silence, donc ça marche pas. Et si elle répond pas à la question qu'a posée son père. Donc de toute façon, elle est perdante à tous les coups. Elle est, enfin, c'est une question qu'on peut se poser toute sa vie, sauf quand on commence à écrire et qu'évidemment on comprend que écrire c'est la seule façon de répondre à cette question, c'est-à-dire c'est parler en silence. Donc on est dans la Reine du silence dans un livre où il y avait beaucoup de questions de non-dit, de ce silence et aussi du silence de la mort du père. Et dans celui-là, on est dans le bruit, on est dans l'avalanche de mots, on est dans la voix maternelle, mais c'est presque comme un silence quand ça devient trop bruyant d'ailleurs, parce que rien ne se dit vraiment, parce qu'il y a tellement de mots et il y a une accumulation de mots. Et pour revenir aussi à autre chose, ma mère, dans ses multiples, dans son travail, elle était d'abord, elle travaillait au Grand Magasin, Galerie Lafayette, après elle a fait un peu de communication, Galerie Lafayette, puis après elle a fait de la publicité, et après elle a travaillé, ça c'était la chose la plus intéressante, je pense qu'il l'a plus intéressée dans sa vie, à la radio. Donc c'est, comme vous dites, c'est vraiment une femme de la voix, parce qu'on connaissait d'elle beaucoup, c'était sa voix. Et c'est quelqu'un de très très habile avec les mots, avec un humour, avec voilà, un charme vocal. Alors, il y a, pour en venir tout de suite aux problèmes, les problèmes entre elle et sa fille, entre elle et vous, c'est qu'on a l'impression d'une impossible compassion, parce que vous la décrivez pendant son grand âge, vous êtes vous montrez assez dévoué, vous allez la voir assez souvent, etc. Et elle semble être, je ne sais pas comment décrire ça, mais il y a comme vous parlez d'un mur, à un moment, il y a comme un mur, mais pas de silence, en l'occurrence de paroles entre vous, et c'est comme un amour qui n'est pas accepté ou qui n'arrive pas à se dire, enfin vous nous direz comment vous ressentez la chose, et notamment vous faites des tas de... Je pense que ça passe beaucoup par le corps, parce que vous faites beaucoup de notations à ce sujet, par exemple, vous ne cachez pas, par exemple, à un moment, pour lui rendre service, évidemment, vous lui coupez les ongles des pieds, puis vous dites, ah, c'est curieux, ça m'évoque un vague dégoût, et puis il y a des notations, même du temps où elle était enfant, enfin où vous étiez enfant par exemple, qui sont des notations qui sont, c'est pas dit, mais c'est suggéré, disons, qui la dégoûte parce que ça a un caractère sexuel, ou ça les attire parce que ça a un caractère sexuel. Bon, vous dites, parlez de l'odeur des règles de sa mère, etc. Enfin bref, il y a tout ce problème du corps entre elles, d'autant plus que Marie, donc la narratrice, quand elle est petite fille et quand elle est jeune fille, elle a un problème, enfin divers problèmes avec son corps, notamment le fait de grossir, de maigrir, etc. Enfin, ces problèmes de poids et ces problèmes de jambes aussi. Alors là, on pourrait faire les jambes, ça pourrait être le fil rouge de tout le livre, hein, parce que entre les jambes de la mère, je pense qu'il y a la première phrase. Il y a une première phrase, voilà,
qui a une phrase un peu énigmatique, mais j'aime beaucoup. Les jambes font partie du chemin. Donc en effet, il y a plusieurs figures, il y a plusieurs lignes dans ce livre. Il y a les jambes, les pieds. Et il y a le mur que vous avez évoqué. Et voilà, sur quoi je voulais finir, oui, elle lui est dévouée, mais son corps aussi lui est à la fois dévoué, dévotion, et en même temps dévoué parce qu'elle n'arrive pas à s'y vouer. Oui, c'est toujours, on est toujours dans l'ambivalence dans ce livre, je pense. Dans l'ambivalence entre un attachement, un respect aussi pour la personne qui est la mère, et donc il y a une espèce de quelque chose de comme quelque chose de l'ordre du devoir, et en même temps une impossibilité à partager. Et je pense qu'il faut revenir au début de l'histoire, enfin au début du livre, où on assiste à la petite fille qui est complètement fascinée par l'image maternelle, et la mère qui est complètement dans la séduction avec ses enfants. Tout en... Maintenant, je me rends compte, mais seulement aujourd'hui, j'aurais pas pu le dire à 20 ans, ni à 30 ans, etc., qu'elle avait... Bon, elle avait fait comme elle avait pu, mais elle s'était pas vraiment occupée de nous, quoi. Voilà, il y a plein de choses que j'ai appris depuis, mais elle voulait toujours dire que nous on était toujours passés en premier, qu'elle était une mère merveilleuse, qu'elle était géniale, qu'elle était une très bonne mère. Donc moi je pensais que c'était vrai. Et pour cette très bonne mère, je voulais être une très bonne fille aussi. J'avais besoin de cet amour-là. Bon, j'avais pas de père, elle était vivante, elle était plutôt en plus intelligente, et elle avait beaucoup de qualités aussi, mais ça n'a jamais pu marcher entre nous. Et je ne raconte pas les toutes dernières années, mais dans le moment où elle a commencé à avoir besoin d'assistance, disons, elle ne supportait pas en fait que je lui apporte de l'assistance, donc il fallait quand même lui apporter. Donc il fallait que je fasse les choses derrière son dos, je pique les papiers pour pouvoir régler les trucs, j'avais pas la signature du chéquier, donc il fallait que elle ne m'a jamais rien délégué, et puis pourtant il fallait les faire, ces choses, et médicalement de la même façon. Et elle était très violente finalement avec moi, mais qu'est-ce qu'on fait? On dit bon bah ciao? Non, c'est juste qu'il y a des choses qu'il faut faire, et malheureusement, ça n'a pas pu s'arranger. Je pensais que ça allait prendre sa place. Voilà. Donc cette histoire aussi, ce livre, c'est aussi l'histoire d'une impossibilité jusqu'au bout. Je veux dire, même avec les efforts, etc. Peut-être j'étais un peu naïve de penser que ça pouvait s'adoucir. Hein. Mais non, ça s'est plutôt envenimé. Mais j'avais envie de le raconter parce que je pense que... Enfin, je sais maintenant, depuis que je l'ai publié, j'ai beaucoup de retours comme ça de ce même genre de récit, de fils ou de filles qui pensent que voilà, ça peut, il y a une vérité à trouver. Non, quelquefois il n'y a pas de vérité à trouver. Enfin voilà, il faut juste être être moins enfantine que je l'ai été, se dire voilà, c'est bloqué à un endroit, et pas essayer toujours de comprendre mieux. Moi, je l'ai toujours cherché la révélation d'un secret, essayer de comprendre des choses de mon enfance, etc. Mais peine perdue, vraiment peine perdue. Il y a une chose qu'on peut dire sans la dévoiler, puisque les gens la découvriront en lisant le livre, mais c'est que elle ressent quand même une sorte de culpabilité, et cette culpabilité est liée à un secret que vous allez découvrir dans le livre. Il y a d'ailleurs plusieurs secrets. Il y a plusieurs secrets dans le livre que je ne découvre pas grâce à ma mère, mais en effet, il y a des choses qui arrivent. C'est-à-dire qu'en général, ce genre de livre, pour en avoir lu pas mal, parce que j'aime bien, je trouve ça toujours intéressant, d'avoir des écrivains qui, avec leur plume, avec leur outil qui est la langue, qui vont aller essayer de creuser comme ça des relations familiales. Je trouve ça, c'est une bonne façon de comprendre, parfois meilleure que de passer par la psychologie ou des outils comme ça plus extérieurs.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Non, d'ailleurs, à propos de votre mère et de l'amour de la petite fille, vous reproduisez des mais non, mais j'avais quelque chose à dire avant. Des lettres et des choses comme ça. Oui, sur la culpabilité. Ah oui, la culpabilité. C'est pas un livre sur la culpabilité. Non, voilà. Non, parce que je dis ça parce que à la grande librairie, ils étaient tous là. Il y avait des garçons qui parlaient des fils qui parlaient de leur maman, et ils étaient tous amoureux de leur maman, qui était la femme la plus formidable, etc. Et ils étaient dans la culpabilité de ne pas pouvoir leur donner assez, de ne pas l'avoir assez aimé, ou de ne pas l'avoir aimé au bon moment, etc. Et le mot culpabilité revenait toujours dans la bouche des fils. Et parce que les hommes aiment souffrir. C'est ça, les hommes aiment souffrir. Non, je pense qu'il y a des filles comme ça, mais il se trouve que moi je ne mettrais pas. C'est pas, en tout cas, ça n'a pas été le centre ça n'a pas été mon centre d'intérêt. Ça aurait pu, mais j'ai pas développé ça. Quoi. Elle faisait tout. Elle était hyper forte en culpabilisation, mais ça, les mères, étant une mère moi-même, je peux le dire, on est quand même très très forte. On a toutes les clés, évidemment, pour ça. Mais c'est pas tout à fait je crois que c'est pas au centre de ce livre. On est un peu ailleurs. Ouais. Alors, une autre chose qui n'est pas tout à fait au centre du livre, mais que j'aimerais bien évoquer très rapidement, si vous voulez, c'est quand même la mémoire de Roger Nimier. Alors, il y a quelque chose de paradoxal, c'est qu'elle continue de porter son nom, d'abord bien après sa mort, et bien qu'ils ne vivaient plus ensemble d'ailleurs à la fin de sa vie. Vous portez son nom, bien sûr, donc cette paternité est revendiquée en quelque sorte, mais finalement c'est un homme qui est un inconnu pour vous. Et il y a alors d'ailleurs, à ce propos des témoignages sur Roger Nimier, où vous parlez de votre mère et à un moment de votre tante, et alors vous dites, ah bah, deux personnes différentes, deux récits différents, deux histoires complètement différentes. Bon, ça se vérifie toujours dans ces livres-là. Et il y a une scène qui m'a beaucoup frappé, c'est un moment où vous cherchez dans la bibliothèque. Dans sa bibliothèque, pourquoi? Parce qu'évidemment, la bibliothèque, c'est le lieu privilégié de l'écrivain. C'est là où on va le retrouver. Vous retrouvez un petit livre, un petit roman, enfin, plié, que vous aviez écrit étant petite fille, alors dont vous transcrivez d'ailleurs les fautes d'orthographe, tout ça, et dont vous soulignez que c'est un récit inventé. Donc vous faites œuvre de romancière. Je ne sais plus quelle page c'est. Non, mais attendez, ça voilà. Vous l'avez? Non, ce serait bien de le lire. Là. Ah oui, non, on s'en sort pas si on le dit pas. Non, mais parce que c'était du genre maman tricote, papa gna gna gna, enfin, un truc qui jamais n'aurait eu lieu dans la maison, quoi. C'est-à-dire que, enfin, voilà. Et le chien, je sais pas quoi. On n'a jamais eu de chien dans la maison. Maman ne tricotait pas et papa était pas, je sais pas. Enfin, je sais plus ce qu'elle fait. Parce que la petite fille souligne, l'auteur, donc souligne le mot. Que c'est un récit inventé. Oui. Elle le souligne, et elle le souligne avec une faute d'orthographe. Elle écrit inventé, V-A-N-T. Et alors, je me suis dit, mais alors ça, c'est incroyable, parce que inventé, bon, d'abord, c'est. Elle fait œuvre de romancière, si on veut, elle glisse son propre écrit dans les écrits. C'était tout petit, vraiment, c'était vraiment écrit, c'était au tout début de l'écriture, on voit les lettres péniblement tracées. Et en plus, dans inventer, on entend non seulement inventer, mais privatif, enfin négatif, inventé. On ne peut pas s'en vanter, donc on cache ce récit dont on ne peut pas se vanter. Ah oui, je m'étais juste dit, moi, même le mot inventé, je l'avais inventé. Mais je n'avais pas pensé à inventer avec le privatif. Mais c'est bien, le livre chaque jour prend de l'épaisseur. Il y a une chose tout à fait stimulante dans ce livre aussi, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire que vous ne donnez pas de date précise, etc. Et en fait, on se repère dans le temps
par des repères que vous nous donnez, par exemple des objets, des objets, des lieux, enfin d'autres détails, par exemple, je sais pas quoi, si on dit prise unique, pâte d'EF, bonbon créma, etc., ça date tout de Oui, suite. déjà une prise unique, c'est pas monop, quoi. Voilà. Et finalement, c'est vrai que je travaille pas mal là-dessus, oui, sans avoir besoin de donner de date ou de précision. Et finalement, je me suis dit, mais alors, ce récit, c'est une mémoire, c'est le récit d'une mémoire qui n'est pas fixée par des dates, mais d'une mémoire qui est un peu diffuse, peut-être. Oui, alors, pourquoi aussi cette impression en lisant ce livre? C'est qu'il est fait de matériaux écrits à des moments différents. C'est un livre donc, que j'ai commencé, le titre il était là déjà il y a 20 ans. J'avais commencé à écrire un tout petit truc à propos de ce que pourrait être ce livre il y a 18 ans ou 19 ans. Et ensuite j'ai commencé à écrire et j'ai écrit aussi surtout pendant que ma mère était vivante. Et ça a été très important qu'il y ait ces choses écrites pendant qu'elle était vivante, parce que c'est des choses que je n'aurais pas pu écrire après sa mort. Il y a des choses qu'on n'écrit pas après la mort des gens, parce qu'on change, parce qu'on on laisse de côté, on oublie, on n'ose pas peut-être, ou on oublie, oui, tout simplement. Ou la force négative, la force d'exaspération n'est plus la même que quand la personne est vivante. Parce que aux plaintes de la mère, on découvre que les plaintes de la mère rebondissent et vont sur les enfants, et c'est l'exaspération des enfants. Donc on est entre l'exaspération qui est tout aussi, d'ailleurs, on pourrait dire fausse, parce que c'est tout démesuré plutôt que fausse. C'est pas faux, c'est très vrai, mais c'est complètement démesuré. Pourquoi est-ce qu'une personne, quand elle va vous dire ça, mais vous allez entendre tellement d'autres choses qui vous hérissent, quoi. Donc la plainte, l'exaspération, tout ça, je pense que je pourrais plus le dire aujourd'hui ou l'écrire aujourd'hui, ou alors ça me ferait rire, hein, parce que je vais avec un peu de distance l'exaspération des enfants, et je dirais bon ben voilà, c'est une espèce de jeu, de truc qui nous a fait beaucoup souffrir, mais qui en fait voilà, c'est pas. Alors que quand on est dans l'exaspération et qu'on écrit les paroles de la mère, et qu'on est dans la douleur aussi, dans l'impossibilité, etc., et qu'on écrit, il y a un ton comme ça qui est différent. Et donc ces choses-là ont été mélangées avec des souvenirs d'enfance qui sont plutôt des souvenirs tendres, enfin pas que d'ailleurs, il y a quand même pas mal de choses un peu vaches qui viennent de la mère, mais dit avec quand même plus de tendresse, et puis avec des choses qui ont été écrites au présent, donc juste après avoir trouvé les documents, remis tout ça en ordre, et quand je savais que ça allait être publié dans cette collection et pas la collection blanche, alors d'autres choses se sont écrites avec un ton beaucoup plus mesuré, un peu analytique quelquefois, parfois un peu poétique, ou parfois, mais voilà, qui sont pas... Donc ces différents moments, c'est ça aussi. C'est les différents moments d'écriture qui viennent aussi se marier avec les différents moments du récit. Ça m'éclaire ce que vous dites, parce que je suis contente. Dans mes notes, je m'étais dit, mais cette question du temps, hein, souvent on se demande, mais c'est le moi de quelle époque qui parle. Voilà. Et évidemment, tout ça n'est... Alors, j'ai adopté quelque chose qui m'a aidée, et grâce à mon éditrice aussi, on a vraiment chapitré comme ça, avec, en mettant en gros le début de la phrase. Ça c'était pas comme ça au tout départ, mais j'aime bien, ça scande un peu. Et puis, ouais, je vous le retire de la bouche. Non, mais justement, c'était ma prochaine question, cette histoire des incivilités. Et en plus, il y a des petites astérix qui viennent séparer, donc ça donne plein de... comme des choses qui viennent d'endroits différents, et ça permet de jongler dans le temps. Alors après, il faut pas mal travailler à la relecture pour être sûr qu'on comprenne bien, que ce soit bien lié, etc. C'est pas mal de boulot, mais c'est une structure intéressante. De ne pas avoir à dire quand c'était, de le laisser sentir par le style,
Parce que cette histoire, je ne voudrais pas radoter là-dessus, mais cette histoire des insipides, ça m'a fait penser à l'essai d'Aragon, vous savez, sur les insipides, là où je n'ai jamais appris à écrire. C'est un essai qu'il a écrit en 69, qui est sur l'art romanesque. Et il dit justement, enfin c'est sa grande théorie à propos d'Aurélien, que la première phrase est donnée et que la suite en découle. Et finalement, en lisant ces chapitres qui portaient toujours le titre de la première phrase, je me suis dit, mais c'est une série de... C'est une série de... Et c'est comme si... En fait, c'est cette idée des vagues. C'est comme des vagues à chaque fois, avec... Et ça va recommencer, et ça repart, et ça... Et en fait, ce sont des vagues, ça avance quand même. C'est pas tout à fait des vagues, parce que ça avance, parce qu'il y a des révélations, il y a des choses qui font barrage, il y a des choses qui... il y a des moments de crue, de sécheresse, il y a des moments de... Donc il y a quand même des moments dans le livre, en plus, qui viennent rythmer le livre, et des révélations qui viennent complètement changer le passé, en fait. Oui, à la lecture du passé. Un livre qui vous... Bon, là, on ne dévoile pas tous les éléments de l'intrigue, enfin, c'est un livre qui vous prend, qui vous émeut, qui parfois vous fait rire, qui est très riche de ce point de vue-là. J'aimerais qu'on parle un peu, justement, par rapport à cette collection, du rôle des illustrations, de l'iconographie. Parce que... Pourquoi ? Oui, voilà, parce qu'il y a différents types d'illustrations. Il y a d'une part des reproductions de textes, de lettres ou de dissertations, bref. Rédaction plutôt que des dissertation. rédactions, oui, c'est ça, notamment une sur sa mère, etc. Il y a des photos, évidemment, qui ont là vraiment un peu le statut vraiment d'iconographie, quoi, qui sont des photos qui sont parfois des icônes, des photos de la mère, des photos de son père, etc. Et également des œuvres d'art aussi, des reproductions d'œuvres d'art qui s'y mettent. Alors, je voulais savoir, en fait, comment dire, ces illustrations qui se mêlent au texte, finalement, elles écrivent aussi une part du livre, et ce geste, disons, pictural est un geste d'écriture qui procède lui aussi du portrait. Vous faites un peu aussi votre portrait à travers ces illustrations. Oui, oui, c'est vrai qu'elles ne viennent pas, enfin, le plus souvent, elles ne viennent pas illustrer quelque chose qui vient d'être dit ou qui va être dit. C'est ça, hein? Ouais. Il me semble, hein, mais maintenant... on les a tellement bougés, remis, on en avait tellement... Enfin, ça a été un boulot de dingue. Et là où j'ai... enfin, très intéressant, donc c'est vraiment une écriture de l'image. Oui, parce que mais parfois, l'image... déstabilise aussi, voilà, ou alors vient faire preuve. Contrepoint. Et dans les œuvres d'art, sont tous des artistes contemporains. Il n'y en a qu'une seule qui est morte, c'est Louise Bourgeois, avec sa célèbre araignée, qui est l'œuvre là, qui est une œuvre très très célèbre, mais que j'ai quand même voulu reproduire parce qu'elle a une grande place dans le livre, parce que Louise Bourgeois avait l'araignée de Louise Bourgeois, c'était pour représenter sa mère, qui restaurait des tapisseries, et donc tout le travail du fil, etc. Et elle en faisait un personnage très très positif, elle. Mais en même temps, quand on voit, alors ça c'est dans la langue de Louise Bourgeois, quand on l'écoute parler de cette œuvre, c'est très positif. Et en même temps, quand on voit cette immense araignée qui fait 20 mètres de haut, avec ses pattes comme ça, et toute noire et tout, c'est quand même très 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 effrayant, quoi. Et elle a des œufs qui sont grillagés, elle a un grillage avec des œufs dans son ventre. Donc quand on passe dessous, on se demande si on ne va pas s'en prendre un sous le coin de la tête. Donc pour moi, ça représentait vraiment bien la mère, mais dans ces deux aspects, l'aspect réparé, ravaudé, etc., tisseuse, et l'aspect destructeur. Et dans l'aspect tisseuse, qui est un peu développé aussi dans le livre, c'est que
j'étais un peu au centre. Moi j'étais la fille, la dernière, l'objet adoré, détesté aussi d'ailleurs, parce que dès l'âge de 15 ans, après ça pouvait plus être la petite chose adorée, ça devenait une rivale, donc il y a eu beaucoup je pense, de ce genre de choses qui a joué. Et elle tissait autour de moi une espèce de toile, c'est-à-dire dès qu'elle voyait quelqu'un autour de moi, il fallait qu'elle ait son adresse, qu'elle lui envoie un petit cadeau, mais toujours adorable, hein. Mais donc, et pareil pour mon frère, donc elle gardait les liens avec les anciennes copines, elle gardait les liens avec... Et elle tissait comme ça toujours, donc elle avait plein de renseignements sur tout le monde, mais tout ça avec beaucoup de grâce, beaucoup de charme, et évidemment ce qui me rendait cher. Mais comment lutter contre ça, quoi? C'était une façon aussi très jolie d'aimer les gens que j'aimais, on pourrait dire. Enfin, c'est un peu compliqué. Et donc cette image de l'araignée est l'image de Louise Bourgeois que j'ai mis dedans, mais j'ai mis aussi d'autres images d'artistes moins connus et qui viennent aussi rebondir sur le fait que puisqu'on on creuse un peu l'histoire et on parle de la mère de ma mère, pour essayer de comprendre tout ça, et elle était sculptrice. Donc voilà, il y a toute cette présence de l'art vivant qui est assez importante aussi dans le livre. Je me suis dit aussi que le titre de la collection étant traits et portraits, si on parle de cette mise en perspective du texte avec les images, le texte c'est les traits et les images ce sont les portraits. Et finalement on a d'un côté d'un côté on a le texte qui est l'horizontal et le vertical, quoi. On a un livre un peu dans les... Oui, c'est vrai. Dans ces deux sens. Enfin, mais le trait, il n'est pas forcément horizontal. Un trait, c'est un trait. Ah non, je voulais dire le trait de la ligne écrite, quoi. Ouais. Non, parce que les traits, on pourrait penser que les traits, c'est au contraire le côté plastique et le portrait, c'est le côté... Je sais pas. Oui, je sais pas. Enfin bon, en tout cas, c'est... on peut le tirer dans tous les sens, je pense. Voilà. Après, en même temps, ça marche bien, l'histoire de l'iconographie qui n'est pas forcément en relation avec le texte, parce que du coup, en parlant, d'un seul coup, je me suis souvenu qu'en le lisant, plusieurs fois, en regardant les images, je suis retournée en arrière pour... et du coup, il y a une espèce de jeu comme ça qui se fait entre l'image et le texte. Oui, c'est vrai que c'est agréable ça, et en plus, ça interrompt la lecture, ce qui est toujours bien de ne pas lire trop vite. De pouvoir prendre du temps pour regarder une image et de pas... Parce que c'est vrai que ce genre de livre, on a envie d'y aller, quoi. Je pense qu'on a envie de le lire quand même assez vite, toujours trop vite pour moi. et les images prennent un peu, et en effet, le fait de revenir en arrière, et puis de voir ces visages aussi, parce qu'il y a quand même ces anciennes photos sont assez incroyables. Il y a une photo comme ça que j'ai retrouvée dans les archives maternelles de quand j'étais petite, où je tiens ma première poupée dans mes bras comme ça, et il y a la moitié de la photo, enfin non, un tiers de la photo qui est toute noire. Et la photo, c'est une petite photo comme ça, et c'est quand j'ai trouvé ça, et c'était vraiment ça, le côté obscur, quoi. C'était ce noir qui mangeait la photo, et la petite fille, elle est toute mignonne, elle a sa petite robe, ses petits cheveux, tout ça, elle a l'air... voilà, c'est une petite fille... toute heureuse avec sa poupée et tout, enfin un peu grave peut-être aussi, et il y a ce noir là, comme ça sur le côté. Donc il y a des choses que l'image raconte, même par les accidents de l'image, les accidents comme cette photo qu'on appelle, je crois, voilée, hein, quand une photo en noir. Il y a des objets d'ailleurs comme ça dans le récit qui suscitent la mémoire et qui déclenche finalement la parole de la mère. Par exemple, il y a quelqu'un qui vous envoie un mail à propos d'un stylo que Roger Nimier avait offert en fait à sa femme de ménage. C'est le fils de cette femme de ménage qui vous écrit après Reine du silence et qui vous dit qu'il possède ce stylo, donc il aurait... parce qu'il pense que ça vous ferait plaisir de l'avoir probablement, et l'évocation de cette femme de ménage déclenche un flot de souvenirs de la part de votre mère. Alors là, est-ce qu'on peut dire que c'est
justement ces objets qui font surgir. C'est vrai, il y a c'est le côté proustien du récit. Donc en effet, c'est toujours intéressant de baser un récit sur un objet. Il y a un autre objet important aussi, c'est un petit gant carbonisé, cramé, une espèce de petite croûte comme ça, qui évoque toute la vie, toute l'enfance de ma mère au Havre. La maison paternelle, de la famille maternelle avait brûlé au Havre, et il ne restait plus de cette maison qu'un petit gant carbonisé. Et donc ça, je me suis vraiment basée sur cette main refermée qui avait pas mal d'écho avec d'autres choses dans la vie de ma mère, parce qu'elle a eu après un accident, elle ne pouvait plus ouvrir la main, et puis le symbole de la main ouverte, la main fermée, etc. etc. Enfin bon, ça peut vraiment aller loin. Et puis ce truc du Havre aussi, ça c'était intéressant, parce que on vient donc au récit de cette maison qui brûle, et ma mère raconte qu'on l'avait oubliée au dernier étage, donc on est allé la sauver au dernier moment. Enfin des choses, je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, mais en tout cas c'est son récit. Et c'est intéressant par rapport au Havre qui 15 années plus tard sera bombardé, donc, et dont il ne restera plus rien. Et cette ville a été reconstruite par-dessus ces gravats. Et ça a été important aussi pour moi, parce que je trouve que c'est une image, moi j'ai l'impression que c'est ma vie, quoi, que ça racontait ma vie à moi, c'est d'être reconstruite au-dessus de gravats, voilà, Je souris parce que cette histoire du Havre, on en a parlé il n'y a pas tellement longtemps, parce qu'on a reçu Mélisse Carangal, qui en parle dans son livre justement de la description. Ouais. Et ben voilà, on est deux filles du Havre. Elle un peu plus que moi, parce que moi je suis plutôt une petite fille du Havre. Et donc c'est cette idée très forte pour moi, qui est très présente dans le livre, que les alliés peuvent vous détruire. Je crois que c'est ça que j'ai... Voilà, je ne parle pas beaucoup du Havre, mais c'est vraiment ça, c'est l'image que c'est les Alliés qui ont détruit le Havre, c'est pas les Allemands. Donc en fait, l'ennemi est pas là où on l'attend. Et aussi cette histoire de se reconstruire par-dessus. Ça c'est très très fort. Je pense que tous les gens qui ont vécu au Havre l'ont senti à un moment ou à un autre, parce que on trouve des morceaux sur la plage, parmi les galets, on retrouve des morceaux de murs, des morceaux de vie qui viennent de l'ancienne ville. D'ailleurs, pour en finir avec ces objets, vous dites ce sont des objets dont on ne peut pas se séparer. En fait, ce sont des objets qu'on ne peut pas garder, et ce sont des objets dont on ne peut pas se séparer non plus. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec un petit gant comme ça, carbonisé? On ne va pas le mettre à la poubelle, on ne va pas le garder non plus. Alors, dans le livre, je raconte une espèce de métamorphose que j'essaye de le rouvrir, mais bon. Voilà. Est-ce que... avant de faire une petite lecture, si vous voulez, assez brève, c'est le numéro 2 là, que j'ai là, qui doit être quelque part par là, qui est le début du chapitre « L'hiver est tombé d'un coup ». Vous voyez ? L'hiver, ah oui. Si vous voulez, on peut peut-être lire un peu, s'arrêter par là, on peut encore s'arrêter. Je commence au début ? Oui, c'est ça. L'hiver est tombé d'un coup, il a fallu ressortir écharpe et manteau. Ma mère me précède en chancelant dans sa chambre. Ce matin, raconte-t-elle, mon aide maternelle, matérielle, je sais pas comment tu l'appelles, ton auxiliaire de vie. Ah oui, merci. Excusez du peu, ta mère a besoin d'un auxiliaire. Maintenant, elle peut plus se conjuguer toute seule. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Mon auxiliaire m'a trouvé très mauvaise mine. J'ai failli annuler ta visite. Je n'ai pas voulu t'inquiéter au téléphone, mais il faut que tu le saches. Ta mère va très, très, très mal. Je lui suggère de s'allonger. Je vais lui apporter à boire, quelque chose à manger. Elle chasse mes propositions de la main d'un air agacé. Ma pauvre fille, tu n'y es pas du tout. Puis elle reprend la parole et ne la lâche plus. Hier, j'étais au bord du malaise, j'ai failli tomber.
Elle aboie ses mots plutôt qu'elle ne les prononce, comme si j'étais totalement inconsciente de son état de santé, que je ne me rendais compte de rien, qu'elle aurait pu tout aussi bien crever en mon absence, et même à cause de mon absence, crever, comme elle dit en faisant sonner les 2 premières lettres, crever, sans que je bouge le petit doigt. J'étais au bord du malaise, répète-t-elle, malaise que j'ai eu, d'ailleurs. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Quand je dis pas fermer l'œil, je veux dire pas fermer l'œil. J'avais horriblement mal à l'épaule, ça me remontait jusqu'au sinus. Et puis le voisin du dessus est rentré tard, ça m'a réveillée. Je croyais que tu n'avais pas dormi. Quand il ouvre le robinet, ça explose dans les tuyaux, ça me fait un coup au cœur chaque fois. J'ai l'impression d'être au Havre pendant les bombardements. Tu sais ce que je suis née au Havre, j'étais debout, tu vas pas me croire, je me suis lancée dans mes correspondances. J'ai abattu une pile de relevés bancaires, des papiers qui datent de 30 ans, j'ai tout bazardé, mais bon. Je ne jette pas comme ça mes relevés bancaires à la poubelle, ce serait trop simple. Je découpe mon nom et mon adresse. On ne sait jamais qui pourrait tomber dessus. À 6h du matin, j'y étais encore avec ma main qui m'arrachait des cris de douleur à cause des ciseaux. Je te jure, tout haut, je criais. Elle crie en faisant le mouvement d'ouvrir et de fermer les ciseaux, etc., etc., etc. Je pourrais continuer encore. Merci. Et alors, c'était important de lire ça d'abord parce que le style est tout à fait différent du prologue qu'on a lu tout à l'heure. Et en plus, on a un exemple des plaintes de la mère et qui se nourrissent elle-même. D'ailleurs, j'ai noté une petite chose. À un moment, vous lui proposez, quand elle vous dit qu'elle vous lui proposez à boire, ce qu'elle refuse. Et après, vous dites, mais elle... je sais pas écrit, mais elle aboie ses mots. Et je me suis dit, mais oui, mais elle veut pas boire parce qu'elle aboie sans soif. Elle aboie sans soif. Et qu'en fait, bah, pourquoi est-ce qu'elle aboie sans soif? Parce qu'elle est intarissable. C'est vrai, bravo, ça c'est un grand là. Non mais il faut le voir. Oui, voilà. Et donc, voilà, bon, enfin bon, on pourrait dire... On pourrait en dire encore beaucoup, je pense qu'il y en a encore beaucoup comme ça dans le texte, comme des mots qui peuvent se tirer les uns vers les autres. Oh là là. C'est pas grave. Tiens. Bon. C'est pas grave. Il y a des questions peut-être? Oui, non. Voilà, non, surtout pas, attendez. Dommage. On va parler de tout ça, c'est très bien. Ça, alors, je pense en avoir préparé plus que ça. Bon, bah tant mieux. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, oui, parce que je m'aperçois qu'il y a une fiche qui a sauté, c'est pour ça. Mais enfin bon, c'est pas grave, mais je la connais par cœur. C'est qu'on peut passer peut-être un peu plus loin, si vous voulez, dans le récit. À un moment, la jeune fille elle va grandir, elle va devenir Marie va devenir une jeune fille, 14 ans, elle va passer son bac, elle va commencer des études. Et alors, il y a une chose qui est délicieuse, qu'il faut que vous racontiez absolument, parce qu'en même temps qu'elle grandit, qu'elle devient adolescente, évidemment, elle s'intéresse aussi à des choses plus intellectuelles. Elle sort, elle va à des manifestations, elle fréquente plus politique. Voilà. Et à 19 ans, elle s'inscrit à Vincennes, à la fac de Vincennes, à Paris 8, non? Et là, il va se passer quelque chose, parce qu'elle va assister à des cours de Gilles Deleuze, enfin, voilà, des cours de Gilles Deleuze. Et avant de vous poser ma question sur Deleuze, avant de parler de Deleuze, est-ce que vous pourriez rappeler quelle était ce que c'était que Vincennes? Parce que c'était une fac très spéciale par rapport. Donc Vincennes était une fac qui était ouverte à tous, on n'avait pas besoin d'avoir le bac pour... En 76. Ouais, donc c'était une fac qui était là pour accueillir les gens qui voulaient faire des études mais qui n'avaient pas forcément passé leur bac. Donc il y avait des gens d'âge très différents.
Et ce qui est intéressant par rapport à l'histoire de ma mère, c'est que un grand point de l'histoire de ma mère, c'est qu'elle n'a pas pu faire d'études, son père ne voulait pas, il lui a payé 4 mois du cours pigier et après débrouille-toi ma cocotte. Alors que c'était quelqu'un de absolument évidemment curieux, qui aurait adoré faire des études et tout ça, mais il n'en était pas question. Et ce n'était pas une question économique, c'était juste que la fille, elle ne faisait pas d'études. Et ce qui était quand même drôle dans la répétition, c'est que j'avais 2 frères et moi en dernier, les 2 frères ont fait des études, et dont médecine, etc., donc des grosses études. Et moi, je n'ai jamais eu une seule discussion avec ma mère sur des études. Donc je me suis retrouvée à 18 ans à gagner ma vie dans mon petit studio, avec les chiottes sur le palier, etc. Complètement, enfin je me rends compte maintenant, ayant moi-même des enfants, que ça se prépare des études, enfin ça se discute en famille, quoi. Et en fait, il y avait... Non, j'allais pas faire d'études, quoi, c'était comme ça. Donc je gagnais je faisais des petits boulots, etc. Et puis quelqu'un me dit ah mais tu devrais t'inscrire à la fac, comme ça tu aurais la sécu et tu aurais des réductions pour aller au ciné, quoi. Et c'était ça, donc je suis allée à Vincennes parce que c'était le plus facile, et donc je me suis inscrite à Vincennes et je savais pas du tout où aller. Je me suis inscrite en sciences de l'éducation. Franchement, je savais pas du tout ce que c'était. Juste, je me suis dit, si je fais un truc avec les enfants, je pourrais faire plein de choses, comme j'aimais le théâtre, j'aimais l'artisanat, j'aimais tout ça, mais j'étais complètement à côté de la plaque, hein, en vrai. Mais de toute façon, pendant toute cette première année, le département des sciences de l'éducation était en grève. Donc, pendant cette grève, je suis allée errer un peu dans les couloirs et je suis tombée sur un cours de Gilles Deleuze. Mais j'étais seulement un seul cours, hein. J'ai pas suivi ces cours. En fait, après j'ai fait du théâtre. Mais ce cours m'a vraiment frappé, c'était incroyable. D'abord, lui, sa façon de parler, son intelligence, ses mimiques, tout ça. Et on fumait à l'époque, hein, tout le monde fumait dans les cours, hein, une espèce de fumée comme ça, on était entassés les uns sur les autres. Et puis à un moment, au milieu du cours, et il était en train de parler d'une figure, c'était Mur blanc, trou noir. Qui est devenu un aussi des leitmotifs du livre, puisqu'il y a la figure du mur qui est là très très présente, et donc plusieurs fois il y a ce truc mur blanc, trou noir qui vient directement de ce cours de Gilles Deleuze. Mur blanc, trou noir, donc le visage, mur blanc, trou noir. Après, je vous renvoie au texte si vous voulez en savoir plus. Et arrive dans le cours un couple, une jeune femme et un jeune homme. Et l'homme avait un masque en cuir, quoi, comme les gueules cassées. Mais je n'ai jamais su et je ne saurais jamais s'il était vraiment défiguré, et donc il était aveugle aussi, et c'était elle qui le... Et donc ce mur blanc sans trou noir, en gros, est rentré dans le cours, et puis ils se sont assis, et voilà, et ça s'est arrêté là, il n'y a pas eu de commentaire là-dessus. Mais pour moi, si j'ai appris une chose, quoi, pendant mes études, c'était ce moment-là qui m'a complètement structuré ma pensée, je ne sais pas comment dire, par rapport au regard, par rapport à plein de choses qu'il faudrait du temps pour développer. Mais, par rapport au théâtre, parce qu'il y a une dimension théâtrale aussi dans le livre. Oui. Mais oui, je reviens à Deleuze, parce que ce qui m'a frappé, c'est que à cette époque-là, son grand livre, enfin son livre le plus célèbre, c'est l'Anti-Édipe qu'il a écrit avec Guattari. Et un des sujets principaux, c'est un livre qui traite beaucoup du pouvoir, et notamment, sa grande idée, c'est la façon dont les opprimés, finalement, reconduisent sans le vouloir le pouvoir qui les opprime. Voilà. Le pouvoir qui les opprime. Et je me suis dit, mais c'est curieux, il y a quelque chose comme la relation avec la mère que vous avez dans ce côté de reproduire, enfin de reconduire un pouvoir qui vous opprime. C'est vrai, et c'est vrai que j'aurais dû le lire plus attentivement et le comprendre, surtout à cette époque-là, parce que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre cette histoire maternelle, et pourquoi est-ce qu'elle... Voilà, ça n'a pu se faire que très tard, finalement. Et il y a un autre lien aussi avec cette histoire des grands intellectuels de l'époque aussi, c'est Lacan, parce qu'à un moment,
mère vous raconte qu'elle a interviewé Lacan. Alors là, elle me le raconte pas. J'étais ado et je me souviens bien qu'elle, enfin peut-être elle me le raconte aussi après, mais elle a vraiment, enfin là c'est pas des carabistouilles quoi. C'est vrai, elle a interviewé Lacan. Elle était très très fière. Elle venant de nulle part, n'ayant pas pu faire d'études et interviewant Lacan. Et il lui dit quelque chose d'important. Sur la répétition. Elle lui dit que, et enfin ce que j'ai voulu garder de cette, voilà, de cette interview, c'est, ou pas vraiment de cette interview, parce que c'était, après j'ai inventé un peu là, c'était après l'interview, mais c'est quelque chose qu'il a dit sur la répétition, et c'est que la répétition, il ne faut surtout pas chercher à s'en débarrasser, c'est là où on est le plus nous-mêmes. Voilà, je le dis en clair, et lui il a dit peut-être différemment, mais c'est ce que j'en ai compris. Et ça m'a intriguée. C'est une manière de jouer. Ouais. Ah oui, ça c'est l'autre côté. Mais je pense que ce qui était plus intéressant, c'est de dire qu'il ne s'agissait pas de l'éjecter, que c'était là où on était au plus profondément nous-mêmes. Je reviens aussi sur une histoire que vous racontez un peu avant, mais ça n'a pas d'importance, qui est très, à la fois très, très charmante et très fascinante. C'est quand vous parlez de Minouche. Minouche, c'est la grand-mère, c'est la mère de votre mère, non, qui était sculptrice. Et donc je précise que le prénom était René, parce que la correspondance dont on a parlé a été publiée sous le titre Néer, qui est l'anagramme de René. Lettre à Néer. Ouais. Et en fait, parce que cette femme a eu une passion amoureuse, enfin il y a une correspondance qui témoigne d'une passion amoureuse avec Paul Valéry. Alors la passion était à sens unique. Oui, c'est ça, c'était surtout Paul Valéry. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien, elle, j'ai pas ses lettres, mais dans la famille on dit qu'elle n'aurait pas cédé. Bon, enfin, en tout cas, elle a peut-être nourri un peu, parce qu'il y a quand même 2-3 ans de correspondance enflammée avec Paul Valéry, qui est vraiment très très amoureux d'elle. Et ces lettres, oui, on peut les trouver, elles sont publiées, sinon elles sont à la Bibliothèque nationale, elles sont très belles. Mais enfin, bon, c'est un peu terrible en même temps, parce que c'est ce vieux monsieur et cette jeune femme, quoi. Mais elle était MeToo avant l'heure, je pense, elle ne s'est pas laissée faire. Et vous avez une très belle expression, d'ailleurs, vous dites que vous allez consulter ces lettres à l'ADN, qu'elles sont reliées dans un bleu-vert. Chagrin, non, je sais pas, chagrin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est bleu-vert. Donc pas moi qui l'ai inventé. Ça ferait une belle chanson, un beau titre de chanson, mais finalement, c'est peut-être la chanson du livre, parce que finalement, c'est peut-être pour ça que votre mère vous incite à aller lire ces lettres, parce que finalement, c'est quand même la romance du livre, et de la romance au roman, finalement, c'est peut-être la part romanesque de ce livre. Alors c'est la part romanesque, mais ô combien réelle du livre, parce que là c'est pas inventé, mais c'est juste que dans l'esprit de Valéry, c'est inventé, c'est ça l'invention, le romanesque est dans la plume de Valéry. Ouais, parce que sinon, non, c'est tout ce que je dis est tout à fait vrai. Mais c'est pas parce que c'est pas inventé que ça peut pas être romanesque. D'accord, oui. Ok, romanesque dans le sens. D'accord. Ok. Vous avez aussi, bon, basique, enfin, je les signale, vous avez vraiment de très belles pages aussi sur la solitude des enfants, le fait de la façon dont ils se sentent abandonnés, donc ils peuvent de façon détournée sentir le poids aussi des enfants, des absents, des enfants qui sont morts avant, etc. Enfin bon, tout ça c'est... Et j'ai découvert quelque chose d'ailleurs à ce propos, parce qu'à un moment vous parlez de votre prénom, et que votre prénom pas vous éhonte, enfin que votre mère avait tendance à plaisanter un peu sur ce nom, qui était à la fois un prénom très sacré
et un prénom sur lequel il y a beaucoup d'expressions un peu grivoises. Les chansons aussi, c'est un prénom complètement qui peut porter tout, Marie. La grâce magnifique, la douceur, la tendresse, la beauté de cette Vierge Marie quand même, qui est représentée partout. On est quand même entouré d'images sublimes de cette Marie-là. Mais aussi, c'est la petite Marie qui fait le couscous, qui part derrière, c'est la coule douce, c'est la Marie salope, c'est beaucoup de chansons, voilà, d'expressions. Donc c'est un prénom fourre-tout, c'est marrant, c'est un prénom très large. Vous dites, c'est pas un prénom, c'est un grand écart. Voilà, c'est très bien dit. C'est vrai. Et à propos de ce prénom, il y a une chose, donc alors là, j'ignorais complètement, c'est que pour révéler un moment, parce que vous rencontrez quelqu'un qui vous en parle, que Roger Nimier a collaboré à l'écriture du film de Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud. Oui. Et mon deuxième prénom étant Antoinette. Voilà, Marie-Antoinette, l'échafaud. Je ne sais pas si y avait pensé. Pardon. Ouais, enfin bon, plein de découvertes comme ça. Et là encore, voilà, j'avais noté cette phrase qui est magnifique aussi. Hein. Vous avez dans un train une émotion à cause d'un contrôleur qui est particulièrement délicat et qui vous met les larmes aux yeux et vous dites tu ne pleures pas à l'endroit de ta douleur. Oui, ça aussi c'est une des phrases clés comme ça, c'est de ne pas pleurer à l'endroit de sa douleur, c'est-à-dire oui, je vais pas paraphraser, je vais juste la laisser comme ça. Parce que je m'étais dit, bon, ça veut dire peut-être qu'en écrivant, elle la déplace ou elle la décentre. Oui, ça peut être ça. Toute œuvre artistique, c'est ça, c'est un travail de déplacement, de déplacement. Alors, avons-nous encore le temps de dire quelque chose ou est-ce qu'il faut que j'arrive? Bon. Non, on n'a pas le temps. Si je vois. Bientôt, hein. Ah oui, non, simplement, voilà, un passage que vous lirez vous-même, je vous le signale, il y a un passage qui est vraiment très drôle. C'est qu'à un moment, vous êtes avec votre mère, toujours les mêmes discussions, etc. Et à un moment, vous allez dans la cuisine et vous faites la liste de tout ce qui vous exaspère chez elle. Ça c'est très drôle, vous verrez. La table en formica. Ce passage, et en plus, le mot lui-même exaspéré, alors ça fait penser à la fois le parfum qui s'exaspère, les parfums très forts comme ça. Oui, c'est ça, capiteux. Et en même temps, exaspère, j'ai pas pu m'empêcher de penser que c'est... Père. Oui, quand même, c'est ex à se perd. Ex à se perd. C'est exaspère, c'est bon, bref. Vincent, on en a parlé, etc. Je sens qu'il est temps de conclure si vous ne voulez pas rater votre train. Est-ce que... Voilà, oui. Et voilà, une toute dernière chose, c'est que je voulais noter aussi qu'il y a beaucoup de réflexions dans ce livre qui tiennent à la littérature, on parlait tout à l'heure de la part théâtrale, par exemple, là j'ai noté deux choses, vous parliez à un moment du le mentir semblant. Alors le mentir semblant, vous dites que c'est du vieux français, que ça vient de là, que ça peut s'adapter peut-être au théâtre ou peut-être aussi au livre qui essaie de montrer, tout en faisant semblant de montrer, je ne sais pas, les personnages, et que ça m'a fait penser encore à mon vieil ami Aragon, parce que ça m'a fait penser au mentir vrai, qui est un peu une expression du même genre sur l'art romanesque. Et d'autre part, vous avez un très beau passage, ça on peut le lire parce que ça fait 3 lignes, sur les cambreurs du texte. Est-ce que je l'ai quelque part? Voilà, page 185, ça doit être le numéro 5 quand même. Voilà, je pense que c'est ça. Et après on conclut. Trouver la cambrure d'un texte, c'est accepter son caractère bancal, ses détours, ses déséquilibres. Accepter de perdre le contrôle, accepter de ne pas lisser.
Il est impossible de tout raconter, il faut choisir. J'ai choisi, ou plutôt les mots ont choisi pour moi. Ils tirent un fil parmi les autres, et ce fil se résume en une phrase. Si je suis restée près de ma mère jusqu'au bout, c'est peut-être que j'avais besoin de son amour, même déplacé. On pourra presque finir là-dessus, mais j'ai une toute dernière question pour conclure. C'est que ce livre se termine sur un sentiment quand même d'apaisement. Cet apaisement aurait-il été possible si vous n'aviez pas écrit ce texte? Ouais. En fait, l'apaisement, ça a été la disparition de l'un des membres du duo, quoi. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que ça s'est apaisé. Ce que j'attendais pas du tout. J'attendais pas du tout. On pense pas que la mort de quelqu'un va résoudre un problème. Je pensais même que c'était qu'il fallait régler les choses avant, etc. Mais en fait, la vérité, c'est que si. Voilà. Et l'écriture, elle m'a beaucoup porté et aidé quand même pendant les 15 années entre La Reine du Silence et la disparition maternelle. Parce que ça se termine sur une interrogation. En fait, le dernier mot, c'est une interrogation. C'est vous demandez. Voilà. Alors donc le dernier mot, en fait, dans le manuscrit, il y avait marqué. Il ne s'agissait pas d'aimer cette vieille dame, juste de la voir comme un être humain, entière, séparée. Et je vais à la ligne et je dis, et moi aussi, entière, séparée. Donc l'idée, ce serait ça l'apaisement, ce serait de enfin réussir cette séparation qui n'a pas pu se faire quand elle doit se faire à l'adolescence, ou je ne sais pas. Et après se séparer, quelqu'un m'a dit, c'est drôle parce que au lieu de séparer, moi j'avais lu réparer. Et donc j'ai gardé ça, j'ai mis réparer avec un point d'interrogation. Mais je suis toujours pas sûre. Hein. Je ne sais pas si dans l'édition folio, il faudra le garder ou pas. Parce que c'est pas moi qui l'ai écrit. Se réparer. Et en même temps, c'est vrai que quand on voit séparer, on voit réparer. Donc probablement je le savais aussi et donc j'ai trouvé ça intéressant de mettre réparé mais avec un point d'interrogation. Et les lecteurs le lisent comme ils veulent. Beaucoup de lecteurs le lisent comme oui c'est réparé point d'interrogation. Ah oui elle est réparée. Mais non pour moi c'est réparé point d'interrogation, c'est-à-dire je sais pas. C'est pas vraiment. Est-ce que c'est se séparer ça suffit quoi. Enfin voilà. Mais donc se réparer c'est la petite touche. Du lecteur. Finalement, alors une fois le livre terminé, on revient à la question du début qui est dans le titre, c'est finalement c'est qui la reine? C'est pas... Oui, donc la reine, c'est ça, c'est ce problème de la réparation, de la séparation surtout, c'est que la reine, c'est la reine mère, mais c'est aussi la reine du silence. Donc il y a ce même mot qui peuvent qualifier et la mère et la fille. Et tant qu'il y a cette confusion-là, on est mal barré, quoi. Il ne peut pas y avoir de reine en même temps. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Donc la reine, c'est vrai que c'est la reine mère, c'était comme ça que mes amis appelaient ma mère, comment va la reine mère, comment va, etc. Et quand même, la reine du silence, c'est très clairement la petite fille. On peut se tourner vers vous si quelqu'un veut poser une question ou bien si vous voulez venir peut-être directement dialoguer avec Marion, faire signer un livre, si on peut. Oui, je pense qu'on peut peut-être garder un petit moment d'échange avec Marion. Voilà. Parce qu'on sait que vous devez partir assez rapidement. Voilà. Merci beaucoup. J'ai encore appris beaucoup de choses. Je me dis, en fait, je vais filer un peu plus vite que prévu parce que j'aimerais rester plus longtemps, mais j'habite en Normandie et il se trouve que si je veux prendre mon dernier train, il faut que je prenne un train à 20h. Enfin bon, bref. On a fait les calculs parce que sinon après il n'y a plus de train, il faut que je